Okay, we're good. Great. Bonjour. Merci à tous de nous rejoindre pour cette session organisée par l'IDFC et l'AFD, l'Agence française pour le développement, où nous allons parler de la science au service de l'action climat, et plus particulièrement les conclusions du dernier rapport du GIEC et la mobilisation de la jeunesse et des citoyens, à travers différents exemples de nos intervenants aujourd'hui. Alors, je me présente, je serai la modératrice de l'événement aujourd'hui. Je m'appelle Mélodie Brown. Je travaille à l'Université de Columbia à New York pour un centre de recherche qui s'appelle le International Research Institute for Climate and Society, l'Institut de recherche international sur le climat et la société, ou IRI. Donc nous, on travaille avec des partenaires locaux dans les pays du Sud sur l'amélioration de la production d'informations climatiques. Alors, pas sur le long terme comme les rapports du GIEC, mais plutôt sur le court et moyen terme, en particulier les prévisions saisonnières, qui sont très importantes, notamment dans le domaine de l'agriculture, pour s'adapter aux impacts du changement climatique qu'on observe déjà. Et au-delà de la production d'informations climatiques, on travaille énormément sur la traduction de cette information climatique pour les décideurs, les personnes qui travaillent dans les politiques de développement et d'adaptation, et les personnes qui travaillent sur la mise en œuvre de projets d'adaptation sur le terrain. Donc, cette session est particulièrement intéressante pour moi parce qu'on va discuter de ces sujets-là, de comment est-ce qu'on peut traduire de l'information scientifique complexe, comme celle qu'on a dans les rapports du GIEC, et comment est-ce qu'on peut développer des processus décisionnels participatifs qui permettent d'intégrer notamment les jeunes. Et c'est un sujet qui est particulièrement important cette année à la COP, et aujourd'hui en particulier, puisque c'est le Youth and Empowerment Day, ici à la COP. Et une des décisions majeures, un des enjeux majeurs de cette COP, qui est très poussé par les jeunes, c'est quelque chose qui s'appelle ACE, Action for Climate Empowerment, qui consiste vraiment à demander à ce que chaque citoyen, chaque membre de la société soit en mesure de pouvoir participer à l'action climatique. Donc tous les exemples qu'on va entendre aujourd'hui participent vraiment à cette idée de mode de décision participatif qui implique la jeunesse pour vraiment étendre cette action climatique du bas vers le haut. Donc aujourd'hui, nous avons 5 intervenants, donc Marie-Noëlle Wallez, qui est docteur en modélisation du climat et chargée de projets de recherche pour l'AFD, qui est en ligne, que nous entendrons tout à l'heure. Nous avons Sarah Albi, qui est directrice de l'Académie du climat pour la ville de Paris. Nous avons Cédric Ringenbach, qui est ici en personne, qui est fondateur et directeur de la Fresque du climat. Nous avons Khadim Cissé, qui est directeur des études et de la stratégie au CETUD à Dakar, au Sénégal. Et nous avons Abdoulaye Fall, chef de projet au GRET, également en ligne depuis le Sénégal. Donc, nous allons commencer par une petite présentation de Marie-Noëlle Wallez sur la synthèse du dernier rapport du GIEC. Alors, Marie-Noëlle, donc le dernier rapport du GIEC est paru début août. C'est évidemment au cœur des conversations ici à la COP. C'est un rapport qui est assez conséquent, qui peut être assez difficile à digérer, à comprendre par les personnes qui travaillent pas, qui n'ont pas forcément un profil scientifique. Est-ce que vous pouvez nous aider à déchiffrer un peu ce dernier rapport du GIEC et nous faire une synthèse des principales conclusions de ce rapport? Bah, écoutez, je vais essayer. Je crois que j'ai 15 minutes, donc ça va être vraiment une présentation assez brève des principales conclusions de ce rapport. Donc normalement, j'ai des diapos qui doivent apparaître. Merci beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler des conclusions du premier volume du dernier rapport du GIEC qui est paru en août dernier. Diapo suivante. Next slide. Merci. Alors pour commencer, je voudrais juste rappeler quelques éléments sur la nature de ce rapport. Comme vous le savez sans doute, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, est l'organe des Nations Unies en charge d'évaluer régulièrement l'état des connaissances scientifiques sur le changement climatique. Je voulais souligner qu'il ne fait pas de recherche en propre et les rapports se basent sur la littérature scientifique publiée. Donc ce premier volume qui est paru en août est consacré à la physique du climat. Il y aura 2 volumes suivants qui vont paraître début 2022, un sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation et l'autre sur l'atténuation.
Le premier volume représente un énorme travail puisque c'est, alors je veux bien les diabos quand même, la synthèse de 14 000 publications par, je vois plus les diapos donc j'ai plus les chiffres, merci, par 234 auteurs principaux issus de 65 pays. Donc, et puis assisté de quelques centaines d'autres co-auteurs. Alors, nouveauté qu'il est important de mentionner, c'est que pour la première fois, ce rapport s'accompagne d'un atlas interactif qui est disponible en ligne et qui permet d'accéder directement aux projections climatiques issues des modèles numériques à l'échelle régionale. Next slide. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Comme vous le savez sans doute, les émissions de dioxyde de carbone issues des activités humaines n'ont cessé d'augmenter depuis le début de l'ère industrielle. C'est ce qui est illustré par la figure que vous avez à gauche, qui vous montre les émissions de CO2 annuelles depuis 1850 par grande source d'émissions. En beige, ce sont les changements d'usage des terres, donc principalement la déforestation. En marron, le charbon. En noir, le pétrole. En bleu, le gaz. Les émissions actuelles, c'est de l'ordre de 40 gigatonnes de CO2 par an et 86% de ces émissions proviennent de l'usage des combustibles fossiles, principalement le charbon et le pétrole, comme vous pouvez le voir sur la figure. Heureusement pour nous, toutes ces émissions ne restent pas dans l'atmosphère. En fait, on en a environ 56% qui sont absorbées par l'océan et la biosphère terrestre. Alors, comme vous le savez aussi, les activités humaines n'émettent pas que du CO2. Depuis le début de l'ère industrielle, on a aussi eu une augmentation très importante des émissions de méthane, de protoxyde d'azote, de divers composés halogénés qui sont également des gaz à effet de serre et d'aérosols, c'est-à-dire de fines particules solides ou liquides qui restent en suspension dans l'atmosphère. Next slide. Alors, la conséquence, moi je ne vois plus les diapos. La conséquence, c'est un changement très important de la composition de l'atmosphère terrestre. Alors, moi, je vois plus les diapos, je suis désolée. Est-ce que... Merci, voilà. La figure que vous voyez là vous montre l'évolution des concentrations atmosphériques en dioxyde de carbone, en méthane et en protoxyde d'azote sur les 800 derniers 1000 ans, avec un zoom sur les 2000 dernières années et sur les 120 dernières années. Et vous voyez que pour ces trois gaz à effet de serre, on sort complètement de la variabilité naturelle des 800 000 dernières années. Pour le CO2, on a même des indicateurs qui permettent de remonter encore plus loin dans le temps et qui montrent que les concentrations atmosphériques actuelles en CO2, on est à plus de 410 parties par million dans l'atmosphère, sont sans précédent depuis au moins 2 millions d'années. Et par ailleurs, la vitesse de changement est sans précédent depuis au moins 60 millions d'années. Donc on est vraiment sur quelque chose d'hors norme depuis que l'espèce humaine existe, mais même sur des dizaines de millions d'années. Diapo suivante. Next slide. Next slide. Merci. Alors, comme leur nom l'indique, les gaz à effet de serre renforcent l'effet de serre. Donc, plus on en a dans l'atmosphère, plus l'atmosphère se réchauffe. Bon, c'est un peu contrecarré par l'effet des aérosols qui, globalement, ont un effet refroidissant. Mais l'un dans l'autre, l'influence humaine a réchauffé le climat à un rythme sans précédent depuis au moins 2000 ans. La figure que vous avez à gauche, c'est l'évolution de la température moyenne globale. Donc, c'est les anomalies par rapport à une période de référence, qui est la période 1850-1900, sur les 2000 dernières années. Et vous voyez cette augmentation de température sur les 150 dernières années, complètement hors de la variabilité naturelle des 2000 dernières années. On a pris, depuis le début de l'ère industrielle, la température moyenne a augmenté d'environ 1,1 degré. Next slide. Alors, cette augmentation de température n'est pas spatialement uniforme. Là, cette carte vous montre l'augmentation de température moyenne annuelle pour 1 degré de réchauffement global. Et vous voyez que ça se réchauffe plus sur les continents que sur les océans, et ça se réchauffe plus aux hautes latitudes de l'hémisphère nord. Next slide. Alors, bien entendu, il n'y a pas que la température qui change, c'est vraiment l'ensemble du système climatique avec toutes ces variables, toutes ces composantes. Je ne peux pas être exhaustive, je vais quand même mentionner les points suivants. Donc, la majorité des glaciers reculent dans le monde et ce recul est d'une ampleur sans précédent depuis au moins 2000 ans. La banquise arctique a beaucoup diminué. Elle a perdu 40% de sa surface à la fin de l'été depuis 1979, ce qui représente son plus bas niveau depuis au moins 1000 ans.
Les calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique fondent et ce phénomène est en accélération. L'océan se réchauffe, il s'acidifie puisqu'une partie du CO2 rejeté par les activités humaines vient se dissoudre dans l'océan. Il devient également moins bien oxygéné. Comme l'océan se réchauffe, de l'eau chaude, ça se dilate, ça prend plus de place. Par ailleurs, les glaciers et les calottes qui fondent, ça fait un apport d'eau aux océans. Et le résultat, c'est que le niveau marin moyen augmente. Il a augmenté d'environ 20 cm depuis la période pré-industrielle. Le rythme actuel, donc cette élévation du niveau marin est toujours en cours, elle se poursuit à un rythme d'environ 3,7 mm par an en accélération. Et cette accélération est due principalement à l'accélération de la fonte des calottes polaires. Donc le rythme, et là aussi, c'est le plus rapide depuis au moins 3000 ans. Un mot sur les événements extrêmes. Il y a un chapitre entier qui leur est consacré dans le nouveau rapport du GIEC. C'est un élément important. Les chaleurs, sur les dernières décennies, très clairement, les chaleurs extrêmes sont devenues plus fréquentes, plus intenses dans presque toutes les régions du monde. De même, les pluies intenses et les sécheresses sont devenues plus fréquentes et plus intenses dans un certain nombre de régions. Là, il y a des régions où on n'a pas forcément de données, mais là où on a des données, globalement, c'est le signal qu'on observe. Next slide. Alors, à quoi va ressembler le futur? Le futur va dépendre de deux choses. Il va dépendre des émissions futures de gaz à effet de serre et d'aérosols et de la sensibilité climatique, c'est-à-dire de la façon dont le système climatique va répondre à ces émissions. Pour explorer le futur, les scientifiques ont recours à des scénarios. Donc, dans le nouveau rapport, il y a 5 nouveaux scénarios qui sont considérés. Donc, c'est des scénarios socio-économiques, c'est-à-dire que c'est un ensemble cohérent d'hypothèses, de trajectoires possibles pour l'humanité, auxquelles sont associées des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, d'émissions d'aérosols et de changement d'usage des terres. Alors, tous les gaz à effet de serre, il y a des trajectoires pour tous les gaz à effet de serre, pour le CO2, pour le méthane, pour le protoxyde d'azote. Là, je vous montre juste les trajectoires envisagées pour les émissions de CO2. Alors, il y a en bleu, en fait, il y a deux scénarios qu'on peut qualifier d'optimistes à très optimistes, où on a une réduction rapide, très importante des émissions mondiales de CO2, jusqu'à obtenir des émissions négatives dans la seconde moitié du siècle, c'est-à-dire qu'on retirerait du CO2 de l'atmosphère. En orange, vous avez un scénario intermédiaire où le CO2 continuerait encore un peu à augmenter, les émissions de CO2 continueraient encore un peu à augmenter par rapport à l'actuel, mais pas trop, atteindrait un pic vers le milieu du siècle et ensuite diminuerait. Et puis vous avez en rouge clair et en rouge foncé deux scénarios fortement émissifs où les émissions continueraient à augmenter jusqu'à doubler à la fin du siècle pour le scénario rouge clair ou doubler dès le milieu du siècle pour le scénario rouge foncé et augmenter encore davantage à horizon 2100. Alors, je veux juste dire que la faisabilité technico-économique ou la probabilité de se produire de chaque scénario ne sont pas évaluées dans le premier volume. Ce sont des questions qui seront abordées dans le troisième volume, apparaître donc en 2022. Donc ces trajectoires d'émissions, c'est l'information qu'on donne ensuite aux modèles numériques du climat qui vont simuler la façon dont le climat répond à ces émissions et nous donner un aperçu des climats futurs possibles. Next slide. Alors ici, vous avez, donc ce sont les projections d'évolution de la température moyenne globale, toujours par rapport à la période de référence 1850-1900, à horizon 2100, dans chacun de ces 5 scénarios. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que le seuil de 1,5 degré de réchauffement global est atteint à court terme, c'est-à-dire dans les 20 prochaines années et peut-être dès 2030 dans tous les scénarios, y compris ceux où on a une réduction massive et rapide des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce sont les deux, vous voyez, je vous ai mis la ligne en pointillé, le seuil de 1,5 degré. Le seuil de 2 degrés serait respecté seulement dans les scénarios avec une forte ou très forte réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc autrement dit, sans réduction immédiate, rapide et de grande ampleur de ces émissions, limiter le réchauffement à 1,5 degré ou 2 degrés sera hors de portée. Ensuite, vous avez le scénario intermédiaire qui serait une trajectoire qui nous mènerait vers 3 degrés de réchauffement global. Et puis les deux scénarios les plus émissifs où on irait vers 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Alors 4 ou 5 degrés en plus, ça peut sembler pas beaucoup. À titre de comparaison, l'écart de température entre la période pré-industrielle et la dernière période glaciaire, quand on avait 3 km de glace sur le Canada et quasiment plus de forêt en Europe, c'est de l'ordre de 6 degrés en moins. Donc 4 ou 5 degrés supplémentaires, c'est vraiment un changement complet
du climat, quelque chose que l'homme, depuis son existence, n'a jamais expérimenté. Next slide. Alors, comme ce qui est déjà observé, le réchauffement ne sera pas uniforme. Ici, vous avez les projections d'anomalies de température moyenne annuelle pour différents degrés de réchauffement global. Donc 1,5 degré à gauche, 2 degrés au centre et 4 degrés tout à droite. Et on retrouve ce qu'on observe déjà, c'est-à-dire que ça chauffe plus sur les continents que sur les océans et ça chauffe plus aux hautes latitudes de l'hémisphère nord. Next slide. Pour les précipitations, de la même façon, là aussi, vous avez les projections de précipitations moyennes annuelles, donc en pourcentage par rapport à la période 1850-1900, toujours pour ces 3 degrés de réchauffement global qui peuvent survenir à différents horizons de temps selon le scénario qu'on considère. Et vous voyez qu'il y a des régions qui vont connaître globalement une augmentation des précipitations moyennes annuelles, d'autres qui vont voir une réduction. Sur les régions qui vont connaître une réduction des précipitations, on a notamment, et ce d'autant plus que le niveau de réchauffement global est important, on a notamment toute la région méditerranéenne, l'Amérique centrale, une partie du bassin amazonien et le sud de l'Afrique. Diapo suivante. Next slide. Alors, un mot sur le niveau marin. Compte tenu de l'inertie du système, que ce soit le réchauffement de l'océan ou la fonte des calottes, la hausse du niveau marin va se poursuivre dans tous les scénarios. La figure que vous avez là en bas, ce sont donc les projections à horizon 2100 pour les différents scénarios. Et à horizon 2100, selon le scénario, les projections vont de plus 54 cm à quasiment plus 1 mètre par rapport à 1900. Avec comme conséquence assez évidente l'augmentation de la fréquence et de la sévérité des inondations et de l'érosion côtière, voire même des risques de submersion permanente. Cependant, là, c'est des projections médianes. On a d'importantes incertitudes sur l'évolution future des calottes polaires. Il n'est pas exclu qu'elles puissent se déstabiliser plus rapidement, voire beaucoup plus rapidement que ce qu'on anticipe aujourd'hui. C'est ce qui est représenté par le trait qui est en pointillé. C'est le scénario faible probabilité, faible confiance, mais ce n'est pas exclu, qui pourrait conduire à des augmentations de niveau marin de 50 cm dès le milieu du siècle et de plus d'1,50 m à la fin du siècle, voire même plus de 2 mètres dans les cas extrêmes. Alors, un autre point qui est important de souligner, c'est que la hausse du niveau marin à échelle humaine est irréversible et elle ne va pas s'arrêter en 2100. Ça va continuer bien au-delà pour plusieurs siècles, voire des millénaires. C'est ce que vous avez donc tout à droite, vous avez les projections à horizon 2300. Donc plus on est loin, plus l'intervalle d'incertitude est large. En bleu, c'est l'intervalle dans un scénario de très forte réduction des gaz à effet de serre, où on serait entre 50 cm et plus de 3 mètres d'élévation du niveau marin. Et en rouge, c'est le scénario le plus émissif. Donc là, énorme gamme d'incertitudes, ça va de 2 mètres à plus de 15 mètres. Donc sur ces scénarios-là, à très long terme, on va forcément quasiment certainement, avoir au moins plus d'1 mètre de niveau marin, voire même à très long terme, plusieurs mètres d'élévation. Next slide. Alors, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le niveau de réchauffement global sera important, plus les changements associés le seront également. Et donc, toutes les tendances qu'on observe déjà ces dernières décennies vont se renforcer. Pour l'océan, poursuite du réchauffement, de l'acidification, de la perte d'oxygène. Pour la cryosphère, poursuite du recul des glaciers, de la banquise arctique, de la fonte des calottes. On risque d'avoir une intensification supplémentaire du cycle de l'eau avec augmentation de la variabilité saisonnière et interannuelle dans la plupart des régions. Et en fait, chaque demi-degré de réchauffement global supplémentaire va entraîner des changements significatifs et en particulier pour la fréquence et l'intensité des événements extrêmes, notamment chaleur extrême, pluie intense et sécheresse. Next slide. Alors, pour limiter le réchauffement, un mot sur la notion de budget carbone. Le nouveau rapport confirme ce qui était déjà dans le rapport de 2013, mais c'est encore confirmé avec des budgets réévalués, qu'on a une relation quasi linéaire entre les émissions cumulées de CO2 et le niveau de réchauffement global. Ce qui veut dire que pour limiter le réchauffement à un certain seuil, quel qu'il soit, on peut définir un budget, un budget qui nous reste, sachant que depuis 1850, on estime qu'on a déjà émis environ 2400 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, si on veut limiter le réchauffement à, disons, 1,5 degré, avec 50% de probabilité, le budget, les émissions de CO2 qu'on peut encore faire, c'est 500 gigatonnes. Donc, au rythme
actuel d'émissions, qui est de 40 gigatonnes par an, c'est environ 12 années d'émissions. Si le seuil considéré, c'est 2 degrés, là, le budget est à 1350 gigatonnes de CO2, donc environ 33 ans d'émissions. Alors bien sûr, ça suppose aussi une réduction drastique des autres gaz à effet de serre, donc le méthane, le protoxyde d'azote, les composés halogénés. Et selon ce qui se passe sur ces autres gaz à effet de serre, les budgets qui sont là peuvent être revus à la hausse ou à la baisse d'environ 200 gigatonnes de CO2. Next slide. Voilà, donc pour conclure cette présentation vraiment très rapide et vous vous en doutez pas du tout exhaustive, un point vraiment important du rapport, qui est mis d'ailleurs en exergue dès la première page du résumé pour décideurs, c'est que l'influence humaine sur le réchauffement de l'atmosphère, de l'océan et des terres est sans équivoque. C'est vraiment plus un sujet de débat. Les changements observés sont rapides, généralisés, ils s'intensifient et ils sont sans précédent sur plusieurs millénaires, voire davantage pour certaines variables. Et plus le niveau de réchauffement global sera important, plus les changements dans toutes les composantes du système climatique le seront, y compris la fréquence et l'intensité des événements extrêmes. Certains changements pourraient être ralentis ou arrêtés en limitant les émissions et le niveau de réchauffement. En revanche, il y en a d'autres pour lesquels il y a beaucoup d'inertie et qui sont irréversibles à l'échelle humaine, à savoir notamment le réchauffement de l'océan, la fonte des calottes polaires et la hausse du niveau marin. Comme on a cette relation linéaire entre niveau de réchauffement et émissions cumulées de CO2, ça veut dire que chaque tonne supplémentaire de CO2 renforce le réchauffement. Et donc limiter le réchauffement, fondamentalement, implique d'atteindre des émissions nettes de CO2 nulles et par ailleurs de diminuer drastiquement les émissions des autres gaz à effet de serre. Donc, pour conclure, mais je pense que tout le monde en est bien conscient donc dans cette salle et plus généralement à la COP, c'est que le climat futur, compte tenu de l'inertie du système, dépend complètement des décisions qui sont prises aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Marie-Noëlle pour cette synthèse plutôt complète pour seulement 15 minutes, c'est un long rapport. Donc effectivement, le dernier rapport du GIEC, comme vous l'avez dit, hein, il ne fait que souligner ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que les changements qu'on voit à l'heure actuelle sont dus aux activités humaines et qu'il est encore temps de corriger la trajectoire, mais qu'il faut vraiment que ça ait lieu maintenant. On a vraiment besoin de voir des décisions politiques maintenant. Alors là, on est à la COP à Glasgow, il y a beaucoup de questions sur est-ce que ces décisions-là, elles doivent être prises ici ou est-ce que ça se passe au niveau plus local. Donc on va discuter avec nos intervenants de ce qui peut se faire à différents niveaux en termes d'implication des citoyens dans ces processus de décision. Et c'est notamment quelque chose qui est vraiment demandé de plus en plus par les jeunes qui sont très inquiets pour leur avenir et qui demandent réellement à prendre part au processus de décision au niveau local, régional, national et international. Donc, on va donner la parole à Sarah. Alors, Sarah, vous êtes directrice de l'Académie du climat pour la ville de Paris. Et la ville de Paris a notamment mis en place différents processus participatifs relatifs aux prises de décision sur le climat. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les objectifs de l'Académie et de façon plus large, les initiatives de la ville de Paris ? Oui, tout à fait. Et merci pour cette synthèse, hein, d'ailleurs, de 15 minutes sur le rapport, parce que c'est toujours important pour nous de réentendre les chiffres, de replacer bien le débat, hein, pour des gens comme nous qui sommes à la tête d'institutions qui ont vocation à aussi transmettre ce message. Je fais une petite introduction rapide, effectivement, et qui fait le lien avec ce que vous disiez sur l'échelle aussi de la prise de décision. Les villes sont aujourd'hui reconnues comme un échelon extrêmement impliqué et important pour répondre à un certain nombre de ces enjeux. Donc, je pense que c'est une très bonne dynamique qui s'est engagée ces dernières années, notamment avec la création du C40. C'est des choses qui vont aussi dans le bon sens et la ville de Paris est engagée sur ces questions-là depuis longtemps et on se sert des outils aussi à notre disposition pour être plus fort et rassembler un peu les acteurs et les dynamiques.
et c'est d'ailleurs en partie la mission de l'Académie du climat. Sur l'engagement citoyen, effectivement, la ville, comme bien d'autres, la ville de Paris est engagée avec une première mandature, donc entre 2014 et 2020, où nous avons testé énormément d'outils à la ville de Paris, entre le budget participatif, les conférences citoyennes sur un certain nombre de sujets, la création des volontaires de Paris, la votation citoyenne sur le plan climat aussi qui a été portée par les volontaires de Paris. Donc, on a testé plein d'outils et là, on a ouvert une nouvelle mandature avec la réélection d'Anne Hidalgo il y a maintenant 1 an et demi, où on est en train de consolider ces systèmes de démocratie participative. 25% du budget d'investissement est aujourd'hui décidé en concertation avec les Parisiens. On a mis en place un nouveau système de votation par le jugement majoritaire. On a créé au dernier Conseil de Paris une assemblée citoyenne qui va délibérer au même titre quasiment, alors je ne devrais pas dire ça, c'est pas très politiquement correct, mais à côté des élus parisiens et qui seront capables de suivre le contrôle de l'exécution des lois, enfin des délibérations qui sont décidées au Conseil de Paris. Et si je fais cette introduction-là, c'est que l'Académie du climat arrive à ce moment-là. L'Académie du climat, elle a ouvert il y a maintenant 1 mois et demi. C'est un projet qui est né de la discussion entre la maire de Paris et les jeunes parisiens et français qui ont marché pour le climat et qui nous demandaient, enfin qui demandaient à la maire de Paris, qui demandaient à la ville de Paris un lieu qui puisse rassembler les forces, rassembler les acteurs, être fort, puissant pour pouvoir justement aller plus vite, plus fort dans le chemin de la transition écologique. Donc, si l'Académie du climat existe aujourd'hui, c'est grâce à la fois à cette évolution un peu du système, du rapport à l'institution. Aujourd'hui, on a un positionnement de l'institution publique. En tout cas, l'Académie du climat se positionne comme un facilitateur, comme un accélérateur des actions déjà entreprises, parce que tout existe. Donc, on est là pour justement faciliter le mouvement, aider les jeunes à structurer leurs projets, se lancer dans le combat. Aujourd'hui, on est aussi sur un vocabulaire assez combatif, rendre possible l'émergence de nombreux projets en faveur de la transition écologique. Et du coup, l'Académie du climat travaille sur deux aspects. Un aspect formation, on donne tous les outils à la disposition des jeunes et des moins jeunes pour justement se former sur les enjeux climatiques. Et notre deuxième jambe, je vais dire, c'est vraiment de fédérer l'ensemble des acteurs, de les brancher entre eux, de donner à voir toutes les solutions qui existent, que les gens se les approprient, s'associent et qu'on puisse ainsi être un peu plus efficace, j'ai envie de dire, sur l'action en faveur de la transition écologique. Donc sur la gouvernance, et c'est en ça où je refais le lien avec la démocratie participative, moi aujourd'hui, mon rôle, c'est justement d'animer une gouvernance horizontale. Donc notre programmation, nos événements, les thématiques qu'on aborde, les ateliers qu'on organise, tout ça est construit avec les jeunes qui ont leur bureau ici, qui ont plus de trois très beaux espaces où ils peuvent se réunir, discuter entre associations, entre jeunes, entre militants. Et nous, on a 2 à 3 réunions par semaine pour consolider notre programmation, décider ensemble où on va. Et moi, je suis là, mon rôle de directrice de l'Académie du climat, c'est de rendre possible les projets des jeunes et de les accompagner en mettant les ressources de la ville, les ressources des partenaires qui viennent à nous, les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, les associations également qu'on héberge, de mettre en tout cas tout ça en réseau et de mettre ces outils-là à la disposition de tous ceux qui veulent faire. Je ne sais pas si j'ai tenu les 6 minutes, mais j'ai essayé. Merci beaucoup, Sarah. C'est vraiment fantastique d'entendre toutes les initiatives qui sont mises en œuvre, vraiment pour inclure les jeunes dès le début, finalement, dès la phase de création de ces projets-là, de conception de ces projets-là, en suivant vraiment les centres d'intérêt, les directions qui sont proposées par les jeunes. Et donc effectivement, pour permettre aux jeunes de s'engager dans ces processus de gouvernance participative, on a besoin de développer des outils, de leur donner les outils
pour pouvoir s'engager, pour pouvoir bien comprendre la science pour commencer. Donc on a vu que c'était quand même assez complexe. Donc l'Académie sur le climat permet de donner ces outils-là aux jeunes, permet de traduire finalement cette information scientifique qui peut être très compliquée. Donc c'est une des plateformes finalement qui permet de faire ça au sein de la ville de Paris. Alors il existe d'autres outils, notamment la fresque du climat qui a été développée par Cédric Ringenbach qui est ici avec nous à Glasgow et qui d'ailleurs fait partie, est l'un des outils proposés dans le cadre de l'Académie du climat. Donc Cédric, la fresque, c'est un outil qui permet de traduire cette information climatique complexe qui vient des rapports du GIEC, mais également de permettre aux jeunes de parler de la crainte qu'ils ont souvent en lisant finalement ce futur assez stressant, enfin ces scénarios assez stressants, et aussi de pouvoir créer un sens, une communauté autour de cette question de l'implication des jeunes dans l'action climatique. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur la fresque, comment est-ce qu'elle a été créée, quel est le but? D'accord. Et puis je vais commencer par préciser que la fresque, elle s'adresse aux jeunes, mais pas que aux jeunes, parce qu'on a tendance à lier la thématique des jeunes avec celle de la sensibilisation aux enjeux climatiques. Or, la sensibilisation aux enjeux climatiques, elle concerne tout le monde et en premier lieu les décideurs de maintenant, les responsables politiques, les dirigeants d'entreprises actuels. C'est eux qui ont les leviers en main maintenant. Associer la sensibilisation aux jeunes, c'est un petit peu botter en touche et dire qu'on va, laisser à la génération future le soin de réparer nos erreurs. La réaction au climat, c'est maintenant, c'est dans les années, même dans les mois qui viennent, qu'il va falloir réagir. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Et on est aujourd'hui le 5 novembre dans la journée qui s'appelle Youth and Empowerment. Et ben voilà, à nouveau, on a relié les deux sujets comme si cet empowerment n'allait concerner que les jeunes. Donc c'est très important de rappeler qu'il s'agit surtout de sensibiliser l'ensemble des citoyens et en premier lieu les dirigeants. Alors la fresque, en effet, c'est un outil qui permet ça, qui permet de sensibiliser, enfin de vulgariser les rapports du GIEC. Les rapports du GIEC sont, je me suis formé en les lisant, moi, il y a un peu plus de 10 ans. Quand j'ai lu les rapports du GIEC, j'ai compris une chose, c'est que ce n'est pas un cours sur le climat. Ça nécessite de connaître déjà un certain nombre de choses pour les lire. Et donc, très vite, j'ai commencé à construire mes propres slides pour expliquer, enseigner le changement climatique autour de moi. Et donc, j'ai eu besoin d'autres sources que le rapport du GIEC pour le faire. Alors en fait, si on cherche bien, il y a tout ce qu'il faut dans le rapport du GIEC, mais il faut aller vraiment sur les résumés techniques, sur voir le rapport complet lui-même pour retrouver toutes les informations. Mais quand on veut être synthétique et vraiment pédagogique et reprendre les choses de zéro avec des gens qui ne connaissent pas du tout ce sujet, il y a besoin, voilà, il y a besoin de séparer le constat scientifique, c'est-à-dire enfin, l'évaluation des connaissances actuelles du climat, qui est le travail du GIEC, avec les connaissances nécessaires pour comprendre le changement climatique, qui est nécessaire pour la vulgarisation. Et donc la fresque, alors le principe il est très simple. C'était une époque où je donnais très souvent des cours sur le climat, des cours qui duraient une journée. Et un jour j'ai voulu faire un format particulier qui était un peu moins descendant que ce que je faisais habituellement. Et j'ai choisi d'imprimer une quinzaine de graphiques du GIEC pour les donner à mes participants. Et je leur ai dit, essayez de retrouver les liens de cause à effet entre les graphiques que vous avez là. Qu'est-ce que vous voyez comme lien entre chaque graphique? Et quand j'ai écouté leur discussion, je me suis dit, là, ce qui se passe dans leur tête, c'est exactement ce qu'il faut pour comprendre le climat. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé que ça allait être mon outil pédagogique systématiquement pour enseigner. Et donc, je l'ai amélioré un petit peu à chaque fois, jusqu'à ce qu'il devienne vraiment autoporteur. Donc aujourd'hui, ça prend la forme de ces cartes-là. On a 42 cartes, voilà, donc 42 cartes pour résumer, on va dire 150 pages de résumé technique du groupe numéro 1 à peu près. Donc il n'y a forcément pas tout dedans, hein. Il y a des partis pris pédagogiques très forts, il y a des chiffres qui ont été arrondis. Je préfère que les gens repartent en ayant retenu les chiffres plutôt que qu'ils aient les vrais chiffres. Et donc il y a tout ce qu'il faut comme information. Il y a plus qu'il n'en faut pour occuper 3 heures de temps, parce que c'est un atelier qui dure 3 heures.
Et donc, les participants vont faire cet exercice. Alors, c'est collaboratif, ils sont autour d'une table, on met 5-7 personnes autour d'une table. L'animateur va leur donner les cartes, ils vont faire ce travail de reconstituer les liens de cause à effet. Ensuite, il y a une petite partie créative où ils vont mettre de la couleur, faire des dessins, mettre un titre. Et ensuite, on passe 1 heure à discuter de ce qu'il est possible de faire. Il faut vraiment distinguer les deux parties. Il y a la partie scientifique avec un constat qui n'est pas négociable. Le niveau de CO2 dans l'atmosphère, il est ce qu'il est, il n'est pas négociable. Le forçage relatif, il est ce qu'il est. Et les conséquences, si on continue comme ça, on les a dans le rapport et ça, on ne peut pas négocier avec. Et par contre, ce qu'il est possible de faire, ce qui est de l'ordre des solutions, le débat qu'on va avoir dans la dernière partie de la fresque, là, c'est de l'ordre du politique, de l'engagement citoyen. Et donc, c'est très important de séparer les deux. On m'a souvent dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les cartes solutions dans la fresque? Et ma réponse a été, bah non, mais je ne peux pas, j'y arrive pas. J'arrive pas à mettre des cartes de solutions parce que quelle légitimité j'ai, moi, pour dire que les solutions, c'est ça, ça et ça. Même si je mets une liste de 15 solutions, je ne me sentais pas la légitimité pour le faire, tout simplement parce que ce n'est pas de la même nature. Les solutions, c'est des choses qui sont subjectives, personnelles, politiques, et il ne faut pas les mélanger. Alors dans la fresque, on les aborde quand même, mais dans un débat qui suit la partie vraiment scientifique et intellectuelle de l'outil. Alors voilà le principe de la fresque. Et aujourd'hui, on en est où? Donc on a, comme je vous disais, l'outil, je l'ai créé alors à peu près en 2015, printemps 2015. Et en 2018, il y a eu un élément déclencheur qui est que j'ai eu un très gros événement organisé pour 900 étudiants d'un coup. Et donc, j'ai eu besoin de recruter 30 animateurs en 2 semaines. Et j'ai réussi et ça s'est bien passé. Et là, à la fin, je me suis dit, ouf, donc cool, ça s'est bien passé. Mais surtout, je me suis rendu compte que ça pouvait passer à l'échelle. Si en 2 semaines, j'avais réussi à recruter 30 personnes, si on avait réussi à faire jouer 900 étudiants d'un coup, bah, c'est qu'on pouvait faire ça très régulièrement et grossir énormément. Et donc, j'ai commencé à former à nouveau des animateurs, à former des formateurs d'animateurs. Et puis, ensuite, on a créé une association. Et donc, à l'époque, début 2018, 1000 personnes avaient joué au jeu. Et là, on vise le premier million de joueurs courant 2022. Donc, on aura mis 4 ans à passer de 1000 à 1 million. Donc 4 ans pour faire x 1000, c'est pas mal. On a un temps de doublement du nombre de participants qui est à peu près tous les 6 mois. Et évidemment, on ne va pas s'arrêter à 1 million de personnes et on va continuer bien au-delà. Et pourquoi on est présent sur la COP26 aujourd'hui? C'est parce qu'on cherche des supports institutionnels pour pouvoir s'élargir à l'extérieur des frontières de la France. Pour l'instant, il y a une grande majorité des gens qui ont joué et des animateurs sont français. Mais on est déjà présent dans 50 pays, on est traduit dans 35 langues et on a comme objectif de passer encore plus à l'échelle au niveau international. Donc merci pour l'invitation, on est content d'être présent, on est content éventuellement d'engager des discussions avec le C40 parce que c'est une très belle initiative qui va permettre de faire connaître des initiatives françaises, puisque la fresque c'est né en France, à l'étranger. Et donc voilà, il faut pas s'arrêter aux frontières de la France, il ne faut pas s'arrêter à 1 million de participants, il faut aller bien au-delà. Donc la fresque fonctionne, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, j'ai essayé un truc, j'ai vu que ça marchait, mais ça fonctionne. Donc non seulement le jeu il fonctionne, mais en plus la dynamique de diffusion des participants qui, une partie d'entre eux deviennent animateurs, du coup ils font jouer leurs amis, etc. Et ça se diffuse comme ça. Ça fonctionne et donc maintenant il faut capitaliser dessus. Et on a un formidable outil pour rendre accessibles les connaissances scientifiques au plus grand nombre. Et en plus de ça, en plus de former juste les participants avec l'outil, on forme les animateurs et eux-mêmes, ils ont un parcours de formation qui lui permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Les animateurs de la fresque, ils sont plus de 10 000 aujourd'hui. Alors là, il y a 200 000 personnes qui ont joué, plus de 200 000 personnes qui ont joué, il y a 10 000 animateurs qui sont formés. Les animateurs, on s'occupe d'eux, on s'occupe de les faire monter en compétences. Et là, pour le coup, eux, ils prennent le temps de lire les rapports du GIEC, de lire le résumé aux décideurs, voir le résumé technique du groupe numéro 1, éventuellement même les autres groupes. Et donc, on a une partie de cette communauté qui monte en compétences pour aller au fond des choses et lire les rapports jusqu'au bout. Voilà notre projet en quelques mots.
Merci beaucoup Cédric. Et tu disais, je ne sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Et moi, personnellement, ce qui m'attire avec la fresque, c'est le fait que finalement, on part d'un problème global et des rapports du GIEC qui sont très compliqués, et on ramène ça à un niveau très personnel, puisque donc au cours du jeu, on comprend donc les liens de cause à effet, et puis ensuite on parle de nos sentiments, et puis on en arrive à qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau local, ce qui est finalement une question qui revient très souvent, et notamment des jeunes, mais de tout le monde. Qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux faire? Comment est-ce que je peux m'engager moi dans l'action climatique au niveau local et que ça ait un impact au niveau global? Donc c'est quelque chose que la fresque fait que je trouve très intéressant. Et il y a cet aspect d'intelligence collective aussi, où vraiment on travaille en groupe pour placer les cartes dans un ordre logique. Et donc cette idée d'intelligence collective et vraiment de permettre de ramener un problème global à un niveau très local, et puis de permettre finalement aux citoyens de s'impliquer, de trouver comment s'impliquer eux-mêmes dans la résolution de problèmes, ça nous fait une transition vers le projet de la pépinière urbaine de Dakar, puisque c'est également un projet qui est basé sur l'intelligence collective, qui soutient des initiatives participatives innovantes au sein de la ville de Dakar. Donc on va en apprendre un peu plus. On va donner la parole d'abord à Khadim Sissé, qui est donc directeur d'études et de la stratégie au CETUD, et ensuite à Abdoulaye Fall, qui est chef de projet au GRET, qui travaillent donc tous les deux sur ce projet-là, mais via des organisations différentes, et qui donc vont nous expliquer un peu plus ce que fait la pépinière et comment elle fonctionne. La parole est à vous. Merci Mélodie, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour cette invitation à cette COP très importante. Je vais essayer de faire vite parce que je vois que le temps file. L'idée de pépinière urbaine a été lancée en partenariat avec l'AFD qui finance en tant que bailleur de fonds, parce qu'on s'est rendu compte qu'on fait beaucoup de projets, surtout au niveau du CETUD, mais pour impacter davantage et surtout impliquer les populations au niveau local, en particulier les jeunes. Peut-être avant de développer un petit mot sur le CETUD, qui est l'autorité organisatrice des transports à Dakar, c'est le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Donc nous avons la responsabilité d'organiser le transport public urbain dans l'agglomération de Dakar, qui correspond aussi à la capitale, donc c'est la région capitale. Actuellement, nous menons 2 projets qui sont importants. Un projet de bus rapide transit, c'est l'équivalent du bus au niveau de service en France. Un projet ferroviaire qui est un train express régional, conduit certes par un autre maître d'ouvrage, mais dans lequel on est très impliqué. Ce sont de grands projets qui sont en site propre, donc qui constituent à certains égards des coupures urbaines, parce que c'est en site propre, effectivement. Et pour atténuer ça, quand même, on a pensé utile de faire des actions complémentaires, concrètes au niveau local, à travers donc la pépinière urbaine. À un moment donné même, on parlait, nous, d'urbanisme tactique, mais avec AFD, on a trouvé une déclinaison plus intéressante, plus opérationnelle à travers la pépinière. Donc, avec beaucoup d'actions à entreprendre, on travaille dans ce cadre-là avec un groupement d'ONG, donc le GRET, mais aussi Urbacen, Urbamonde, qui sont très expérimentés en la matière, surtout en termes de démarche et de dialogue avec des populations locales. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour nous, c'était vraiment d'apporter une valeur ajoutée à nos projets de transport urbain. Là, on est sur 2 grands projets, donc une échelle qui est assez importante. On se disait comment aller maintenant à l'échelle locale, à l'échelle des quartiers, avec les populations, en particulier les jeunes. D'une part, déjà, pour prolonger donc ces projets, pour quand même en faire des projets de proximité aussi pour les quartiers qui sont traversés, mais d'autre part aussi avoir l'implication de ces populations dans un processus de co-construction. Déjà, quand on définit les projets de la pépinière dans la démarche ensemble avec ces populations qui sont à la fois bénéficiaires et de futurs gestionnaires, on définit ensemble le projet, donc une co-construction. Dans la réalisation, on les implique autant que possible. C'est des choses sur lesquelles Abdoulaye pourra venir tout à l'heure. Et pour plus tard aussi, la gestion de ces équipements ou de ces réalisations qui seront faites. Donc, on est sur des choses parfois assez variées selon
la localité ou le quartier. On a travaillé dernièrement sur une gare routière urbaine qui est aussi en interface avec une gare du terre, avec beaucoup d'activités tout autour, au-delà de l'aspect transport. Donc, essayer d'identifier les différentes fonctions qui existent, comment réaménager l'espace, comment mettre en place des équipements qui pourront aussi accompagner ces activités. Et ensuite, une sorte de gouvernance, c'est-à-dire comment organiser ces différents acteurs à travers des comités de gestion pour qu'ensuite ils soient autonomes et qu'ils puissent gérer ces réalisations. Donc, on a identifié 3 sites le long du train express régional. Il y en a d'autres qui sont prévus au niveau du projet BRT, donc qu'on réalise avec le mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure et que représente Abdoulaye. Mais on est aussi en train de réfléchir sur un projet qui va être mis en œuvre assez bientôt. C'est une restructuration du réseau de transport, du réseau de bus en fait. Essayer de voir aussi des actions de même nature, mais qu'on va décliner peut-être autrement, avec d'autres dimensions, que ce soit sur la sécurité routière ou même quelle protection au niveau des écoles, surtout quand les jeunes, les enfants vont à l'école aussi, comment les accompagner. Donc, voilà, c'est une palette d'activités sur lesquelles on travaille avec ces populations, mais aussi en impliquant la collectivité locale, parce qu'il y a les mairies qui ont aussi la légitimité politique. Hein, et puis, c'est des choses qui sont souvent de leur ressort. Donc, parfois, faute de moyens aussi, ils n'y parviennent pas. Après, nous, on s'est dit à travers ces grands projets publics qu'on réalise, comment ajouter ces activités ou ces réalisations qui seraient une valeur ajoutée, qui permettrait à la fois de venir en appui à ces collectivités locales, mais aussi de faire des réalisations concrètes que les populations locales pourront s'approprier par la suite. Donc, on parle souvent des jeunes, mais il y a aussi les femmes et même d'autres catégories hein, qui sont bénéficiaires. Donc, c'est pour nous des actions assez importantes qui constituent aussi une innovation parce qu'on ne reste plus dans les missions classiques du transport en tant qu'autorité organisatrice. On planifie, on met en place les lignes, les cahiers des charges, on suit l'exploitation et donc, on s'est dit à travers la réalisation de ces projets, comment impacter davantage, comment influencer sur le long terme le travail de production de la ville, en fait, par les acteurs publics. Voilà en gros ce que je voulais dire. Après, s'il y a des questions, je pourrais revenir en détail. Bon, je m'en excuse parce que je n'ai pas eu le temps de faire une présentation, par exemple, ne serait-ce que le tracé du BRT ou du TER, parce que cette semaine, j'étais assez chargé. Mais je vais me faire compléter par Abdoulaye qui va intervenir. Et s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Radim. Et pas de problème, on a très bien suivi vos explications. Et donc, on va donner la parole à Abdoulaye pour nous donner un peu les informations complémentaires du point de vue d'une organisation partenaire du projet. Oui, bonjour, merci. On vous remercie pour nous avoir conviés à cette séance d'échange sur les effets du changement climatique. Donc, nous, du côté du projet de la pépinière urbaine de Dakar, notre contribution par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique s'inscrit dans un contexte où le projet intervient dans l'accompagnement de 2 projets de mobilité urbaine, comme l'a rappelé Khadim, le BRT et le train express régional, qui sont 2 modes de transport collectif. Donc, notre implication, c'est de favoriser une meilleure appropriation de ces nouveaux modes de transport de masse au détriment de l'usage individuel des transports. Et qu'aussi, en termes de valeur ajoutée par rapport à ces éléments de changement climatique, c'est d'abord dans l'approche qu'on veut inclusive et participative dans la phase de diagnostic, mais également dans la phase de co-conception, en impliquant toutes les couches de la population, notamment
celles dites vulnérables, les jeunes, les femmes, les personnes à mobilité réduite et les personnes du troisième âge. Ça, c'est d'un point de vue approche dans la co-conception, mais également dans la co-construction des ouvrages que nous allons mettre à disposition des populations et que ces populations vont en assurer la gestion. L'autre élément de valeur ajoutée du projet pépinière urbaine de Dakar, c'est le travail sur le recyclage et la réutilisation des matériaux de chantier, des matériaux qu'on trouve sur nos différents sites d'intervention. Si nous prenons l'exemple du site pilote du projet qui se trouve être la gare routière de Rufisque, là, nous avons travaillé sur la reprise de pneus, de barils et de gravats de chantier pour en faire du mobilier urbain, mais également pour concevoir notre dispositif d'animation mobile que j'avais intégré dans la présentation. Je ne sais pas si on peut au fur et à mesure dérouler la présentation que j'avais partagée hier. Ça nous permet d'avoir un peu une idée de ce que je suis en train d'expliquer. Voilà, la slide que vous voyez, c'est un peu les acteurs institutionnels mobilisés dans la mise en œuvre du projet. C'est l'ARD qui est le bailleur, le CETUD comme maîtrise d'ouvrage. À côté du CETUD, nous avons d'autres partenaires institutionnels chargés de la réalisation du train express régional en termes d'infrastructures et d'équipements, mais également les futures sociétés qui vont être chargées de l'exploitation et de la gestion du patrimoine. Donc, je veux nommer l'APEX comme agence des grands travaux de l'État du Sénégal, la CENTER qui est la société qui va se charger de la gestion du patrimoine, la CETER qui est chargée de l'exploitation. Donc, d'un point de vue ancrage institutionnel, nous travaillons avec ces acteurs en lien avec les collectivités territoriales, mais également l'administration territoriale représentée par les préfets et les sous-préfets. Slide. Next. Donc là, c'est le dispositif d'animation mobile qui nous sert de cadre de concertation, d'animation avec l'ensemble des acteurs communautaires sur nos différents sites. Donc, ce dispositif a été conçu à partir de matériaux de récupération de barils, mais également de travailler sur des matériaux qui n'impactent pas trop négativement sur le climat. Slide. Next. Voilà, ça c'est le dispositif à l'état où ça sert de cadre de travail et que là, en termes d'approche, comme je l'ai tantôt signalé, nous travaillons de manière participative avec une inclusion des jeunes, des femmes, des personnes à mobilité réduite et même des enfants pour essayer ensemble de définir des programmes d'aménagement qui répondraient à un certain nombre de besoins prioritaires exprimés par ces futurs usagers. Slide. Next. Donc, concrètement, l'image que vous voyez, c'est notre premier site pilote qui se trouve être dans une gare routière et qui parle de gare routière, parle voilà, d'émissions de gaz de fumée provenant des véhicules de transport. Et notre empreinte sur ce site, c'est de travailler avec des matériaux écologiques. Slide. Et parmi ces matériaux écologiques, comme vous le voyez, nous travaillons sur le recyclage des pneus. Donc, au fond, en blanc sur votre droite, c'est des bacs à fleurs qui ont été conçus à partir de pneus recyclés. Slide. Donc, comme aussi matériaux écologiques utilisés, c'est les briques de terre compressées qu'on essaie de faire valoir parce que la matière première, elle existe sur le site. Donc, c'est une manière de montrer aux populations qu'on peut se passer du ciment et d'autres matériaux qui ont des impacts négatifs sur notre environnement, sur le réchauffement climatique, et de les pousser à réutiliser ou bien à utiliser des matériaux écologiquement corrects et qu'on peut trouver aussi à moindre coût.
Slide. Donc, autre valeur ajoutée de la pépinière sur les aspects de changement climatique et de préservation de l'environnement. À l'image, vous voyez un dispositif de recyclage d'eau usée. Donc, au fond, vous voyez un peu un bassin où sont retenues les eaux usées que les gargotières de la gare routière utilisent. Et avec un système de filtrage, l'eau est réutilisée pour les besoins d'arrosage des arbres. Slide. Donc là aussi, comme autre valeur ajoutée, c'est de travailler avec du matériau locaux écologique, comme vous le voyez au fond là, c'est un toit en Tifa. Le Tifa, c'est une plante aquatique qui est envahissante, qui bouge un peu les chenaux des cours d'eau. Et que là, nous travaillons sur le recyclage pour en faire un toit avec une ventilation plus ou moins écologique. Et également, nous travaillons sur la dimension de l'utilisation du solaire comme moyen d'éclairage. Donc, c'est les plaques solaires que vous voyez un peu au fond du toit. Slide. Donc, autre valeur ajoutée, c'est de mener des actions concrètes, notamment celles relatives au reboisement d'arbres. Donc, nous le faisons avec les services déconcentrés de l'État pour essayer un peu de travailler sur la pérennisation, sur l'appropriation par les services étatiques, mais également sur l'appropriation des couches dites vulnérables, notamment les jeunes, les femmes et les personnes à mobilité réduite. Donc, l'image que vous voyez, c'était lors de la journée de reboisement effectuée sur le site pilote de la gare routière avec une bonne participation des jeunes, mais également des femmes, des autorités administratives et territoriales. Donc, voilà ce qui était prévu en termes de présentation pour la pépinière urbaine de Dakar. Et nous travaillons aussi sur la dimension gouvernance participative à travers la mise en place de comités de gestion au niveau de chaque site qui prend en compte la représentation de chaque famille d'acteurs pour les questions de gouvernance participative. Donc, nous vous remercions de votre attention et nous sommes à votre disposition pour des questions et des commentaires. Merci. Merci beaucoup Abdoulaye et Hadim pour cette présentation. Donc on voit que tous les aspects de ce projet, de tous les services finalement proposés dans le cadre de cette gare routière ont été identifiés par les utilisateurs de la gare routière dès le début du projet. Donc j'aime beaucoup la façon dont Hadim l'a présenté, c'est-à-dire que les bénéficiaires sont devenus gestionnaires de ce projet-là dès la première phase, la phase de conception. Et donc finalement, c'est un peu un fil rouge qu'on a suivi tout au long de cette session où on voit un peu différents exemples d'implication de tous les citoyens, en particulier les groupes alors les plus vulnérables ou les groupes minoritaires ou les personnes qui n'ont pas forcément d'habitude accès à ce type de décision. Et donc, on a vu différents exemples d'intégration de tous ces citoyens, de tous les membres de la société à ces processus de décision, ce qui est encore une fois vraiment au cœur des discussions et notamment des revendications des jeunes ici à Glasgow dans la COP26. Et c'est une des thématiques de ACE, Action for Climate Empowerment. Ça comprend l'information, la formation et la participation du public sur la transition énergétique. Absolument. Absolument. Et donc à tous les niveaux, autant au niveau global ici dans les négociations où les jeunes et d'ailleurs pas que les jeunes, effectivement, les groupes, alors on en a parlé dans toutes les présentations, les groupes minoritaires demandent à être inclus dans les discussions ici à Glasgow et ils demandent à être inclus à tous les niveaux. Et donc ça va du niveau local au niveau international. Donc on a, je pense, quelques minutes pour prendre éventuellement quelques questions dans la salle sur... ça peut être des questions pour n'importe quel intervenant. Est-ce qu'on a des questions? Je ne sais pas s'il y a des gens en ligne aussi. En attendant les questions, si je peux faire une toute petite annonce, on aura une conférence tout à l'heure dans l'Action Zone, donc le Action Room numéro 2, à 7 heures, donc de 7 à 8, sur la thématique de la sensibilisation et de comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle
au niveau des projets de sensibilisation aux enjeux climatiques. Il y a des collègues de la Fresque du climat qui sont ici avec le flyer, s'il y en a qui ont besoin de prendre des informations. Donc c'est une très très grande salle, il y aura moyen de participer. On aura, si vous venez, on a besoin également d'avoir votre avis sur ces sujets-là. Ce sera aussi participatif. Voilà, alors est-ce qu'on a des questions pour certains intervenants? Alors je vois qu'on a une question, allez-y. Ah, on ne vous entend pas. Donc si vous pouvez vous présenter rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres cas de ce type de projet dont on vient de parler, là, de ce qu'a fait le CETUD? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives, peut-être pour le Abdoulaye, s'il a d'autres initiatives dans d'autres villes du Sénégal, ou est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est prévu? Merci. Abdoulaye. Oui, merci pour cette question. Donc l'AFD est dans une phase un peu j'allais dire, d'innovation et de recherche-action. Donc c'est une phase expérimentale de l'approche pépinière urbaine. Donc pour l'instant, c'est uniquement au niveau de Dakar où ce projet est en train de se réaliser. Néanmoins, ce projet pépinière urbaine de Dakar s'inscrit dans un réseau de pépinières financées par l'AFD. Actuellement, nous avons un répondant au niveau du Burkina, au niveau de Ouagadougou. Donc, il y a la pépinière de Ouagadougou, il y a la pépinière d'Abidjan, la pépinière de Tunis et celle de Dakar. Donc, ces 4 pépinières constituent la phase un peu test de l'approche co-conception d'espace public. Et qu'au niveau de chaque pays, nous avons des thématiques différentes. Par exemple, à Dakar, nous travaillons sur le lien entre les projets de mobilité urbaine et l'aménagement d'espaces publics. Par exemple, à Ouaga, leur projet est adossé à un programme d'aménagement d'espaces sportifs et de loisirs. Par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, eux, ils sont sur de la récupération de zones ou bien de sites de friches pour en faire des espaces publics. Donc, selon les pays, les thématiques varient. L'AFD est également dans une dynamique de passage à l'échelle compte tenu de la capitalisation qui est en cours pour les 4 pépinières, notamment celle de Ouaga, de Tunis, d'Abidjan et de Dakar. Donc, il y a cette dynamique de passage à l'échelle de l'approche pépinière urbaine. Par exemple, à Madagascar, il y a une initiative en cours. Au Kenya, il y a une initiative en cours. Et pour votre information, même au mois de décembre, il est prévu la semaine des pépinières qui sera organisée à Dakar, la semaine du 6, qui va regrouper les 4 pépinières en cours de mise en œuvre. Et également, on va inviter les autres pays qui sont dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre de ces projets de pépinières urbaines. Et en termes aussi d'ancienneté, la première expérience a été réalisée à Ouaga. Ouaga actuellement est dans la phase de son projet pépinière urbaine, de même qu'Abidjan. Donc ensuite, il y a eu Tunis. Donc c'est Dakar qui est la dernière des nés en termes de projet pépinière urbaine financé par l'AFD. Donc nous sommes dans notre première phase qui va durer 2 ans. Et le projet a démarré en juin 2020 et va se terminer en juin 2022 avec une perspective de travailler sur une seconde phase avec toujours le CETUD et d'autres acteurs institutionnels pour essayer d'ouvrir un peu la palette des acteurs institutionnels. Tantôt, Khadim parlait d'un projet sur la sécurité routière qui viendrait un peu renforcer les 2 programmes de mobilité en cours, mais également le programme de la mobilité urbaine au niveau de Dakar. Donc voilà un peu en termes de réponse à votre question.
Merci. Merci beaucoup Abdoulaye. Et puis effectivement, excellente question, puisque l'enjeu de toutes ces initiatives qui se passent au niveau local, c'est évidemment la réplicabilité. Comment est-ce qu'on peut les étendre à d'autres pays? Comment est-ce qu'on peut collaborer, apprendre de ces initiatives mutuellement? Donc je pense que tous les intervenants travaillent sur cette question-là. Donc excellente question. Et on arrive à la fin de notre session. Donc merci beaucoup en particulier à tous nos intervenants, alors ici et en ligne. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, merci à tous les participants qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui. Et donc, session pour ceux que ça intéresse sur la fresque du climat à 19h, Action Room 2. Exactement. Merci. Merci beaucoup et merci beaucoup. à l'AFD. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais,